du chiffre de 8,2 à 8,5 tout en redescendant à 8,32, que tout ça était une évidence. Et les femmes et les hommes qui se sont réunis il y a maintenant près de 2 ans, en réalité ne pensaient pas ça. Ils ne le croyaient pas. Et ils pensaient qu'au fond, il n'y a pas de caractéristiques si particulière à la France que pour qu'on ne puisse pas faire évoluer les choses. Et ce qui était passionnant dans ce groupe de travail, sous l'autorité de Françoise, c'est qu'il y avait, bon là je représente le sexe économiste, il y avait à la fois des personnalités qui ont eu des rôles majeurs dans les institutions de la République, que ce soit les institutions qui gèrent les problèmes d'emploi et de chômage, que ce soit les différentes institutions, c'est vrai pour Claude, c'est vrai pour Michel, c'est vrai pour vous aussi. Et puis, il y avait de l'autre côté, de notre côté à nous, des économistes convaincus qu'il n'y avait pas de sorte de fatalité à cette affaire, qu'elle n'était simplement pas très bien posée. Et c'est j'allais dire, ce rassemblement de 2 types d'expertise, la première qui est celle de femmes et d'hommes qui ont eu à traiter les problèmes de chômage dans notre pays, de l'autre, des économistes qui sont, au fond, qui sont beaucoup intervenus dans les politiques publiques. C'est tout cela qui a fait que nous avons sorti une première version d'un cahier qui s'appelait déjà « Il n'y a pas de fatalité au chômage de masse » et qui avait laissé les uns et les autres assez indifférents. Ce qui arrive, c'est la vie, c'est la vie. Et puis, nous avons retravaillé, nous nous sommes dit que ça n'avait pas de sens que ce problème si important pour notre pays soit traité un peu comme j'allais dire, une des déclarations de principe auxquelles on ne fait pas toujours attention et qui revient inlassablement nous rappeler nos responsabilités. Et nous avons réouvert la discussion, retravaillé, réintroduit des personnalités éminentes, à commencer par Louis Gallois au bout de la table, que chacun reconnaît. Et nous avons élargi, enrichi, sous l'autorité de Françoise, à qui je vais céder la parole, c'est juste l'histoire que je raconte, pour le service économiste, nous nous sommes dit, il faut y aller. Et vous verrez que dans les jours et semaines qui viennent, ce qui est dit dans ce papier par des personnalités qui, soit comme économistes, soit comme responsables, qui ont eu des responsabilités très importantes dans le domaine du traitement du chômage, vous verrez que le thème et le discours qui passe dans ce petit papier, ce petit document, va intéresser progressivement les uns et les autres parce qu'il révèle une sorte d'évidence sur le sujet. Voilà ce que je voulais dire en introduction. La seconde chose, c'est que nous sommes tous convaincus, et je cède la parole à Françoise, nous sommes tous convaincus qu'il n'y a effectivement pas de fatalité au chômage de masse, que c'est une histoire que nous nous racontons en France depuis maintenant une vingtaine d'années. Ceux les plus anciens de cette table ici, enfin de cette ligne d'intervenants, savent qu'en réalité, il y a 10, 15 ans, 20 ans, le chômage n'était pas une sorte d'évidence dans ce pays. Souvenir que quand on a franchi la barre des 500 000 chômeurs, ça paraissait quelque chose d'hallucinant. Donc, il n'y a aucune fatalité. Ce pays n'est pas condamné au chômage. Et notre conviction, c'est simplement que la manière dont nous avons traité les thèmes, le manque d'ambition que nous avons évoqué, tout ceci est en réalité une des raisons pour lesquelles l'évolution sur ce problème-là n'a pas été favorable. Et le point sur lequel je voudrais insister avant de céder la parole à Françoise, c'est que tout le monde n'est pas là. Il y a eu beaucoup d'interventions dans ce papier, mais nous sommes tous convaincus que les propositions, solutions, la manière de faire que nous faisons, et je citerai juste quelques exemples, peut résoudre assez rapidement, non pas à 100% et non pas en 8 jours, bien entendu, mais si on s'y prend avec détermination, peut résoudre ce cancer de notre société et le faire évoluer. Je pense évidemment à l'idée qui a été lancée par des femmes et des hommes, mais notamment par Louis Gallois, sur cette idée, au fond, qu'on peut activer les défenses passives de chômage. C'est ça le mot, alors, c'est pas les mots que lui va employer, mais c'est le mot, bon, il va l'employer. Alors, pour une fois, je ne me suis pas trompé. Pour une fois, je ne me suis pas trompé. Et donc, cette idée
fortes que l'on peut, j'allais dire, remettre sur le marché du travail en ayant une intelligence de situation très, très forte. De la même manière, notre ami qui malheureusement n'est pas là, je pensais à... oui. À Berry, Michel Berry dans cette vision, une vision que je ne sais pas qui la présentera, peut-être toi, oui, la présentera, mais qui évidemment, elle aussi, traite du thème de cette, j'allais dire au fond, de cette capacité que nous avons de traiter les thèmes. Pour ma part, je défends l'idée assez simple que dans les... D'abord, je suis surpris de voir que le chiffre dit des emplois non satisfaits demeure à 300 000. Il est depuis une vingtaine d'années 310 000, 310 000, 312 000, 314 000, etc. Avec une constance qui me laisse toujours un peu perplexe, moi l'économiste, parce que les choses qui ne bougent pas, ça me paraît toujours un peu curieux. Et l'idée qu'évidemment, si on ne traite pas les problèmes d'installation des individus, parce que quand on est au chômage depuis 2 ans, la seule chose qu'on a, c'est son logement, évidemment qu'on fait attention à ça. Et que c'est ça qu'il faut régler comme sujet, entre autres. Etc., etc. Et chacun d'entre vous, que les problèmes de ce que tu as dirigé, les organismes de chômage, ne peuvent pas se traiter autrement que de manière locale, parce que c'est comme ça qu'il faut traiter les thèmes. C'est de ça dont nous allons vous parler, et je cède la parole pour évoquer tout cela à ma camarade Françoise, qui a animé, avec le talent qu'on lui connaît, ce travail. Merci beaucoup Jean-Hervé et bonjour. Alors, je vais être très rapide parce que je voudrais laisser la place aux contributeurs, évidemment. Les créations d'emplois, elles sont élevées, hein, et c'est ça qui est peut-être assez surprenant. Les créations d'emplois demeurent élevées en 2018, mais le taux de chômage resterait à son niveau de fin 2017, c'est-à-dire à 9% environ. Dans la zone euro, il est de 8,4%, en Allemagne de 3,4%. Et donc, on a, disons, une situation française qu'il faut traiter. Alors, et ces chiffres-là, c'était avant les derniers événements. L'économie française aura donc cru juste assez pour stabiliser le chômage et les chiffres seront sans doute très décevants. Alors, on a là un phénomène de masse, un vrai phénomène massif, sur lequel beaucoup a été dit et beaucoup a été fait. Alors l'objet du livre, ça n'est ni de répéter ce qui a été dit, ni de rappeler ce qui a été fait. Hein, ça, on connaît. C'est vraiment d'essayer de comprendre le phénomène dans son ampleur de masse, hein, je crois que c'est très important, dans sa durée et dans sa résistance aux politiques publiques. Et je crois que ce point-là était une des préoccupations, ça a traversé les préoccupations de tous les contributeurs. Et l'idée, c'était d'analyser, de proposer, et de démontrer aussi quelque chose qui semble paradoxal, c'est que le chômage et la lutte contre le chômage n'est pas qu'une affaire d'emploi. Il faut aller au-delà, c'est une affaire d'éducation, c'est une affaire de mobilité, c'est une affaire de politique du logement, etc. Je crois que chacun des contributeurs pourra revenir en son domaine sur cette idée qui est une des idées fortes de ce livre. Alors on a un mix de papiers qui sont plus académiques et de papiers centrés sur à la fois des éléments de diagnostic et puis des propositions qui leur sont associées. Et l'intérêt du projet, ça a été de rassembler des auteurs qui ont une très forte connaissance de terrain et qui ont non seulement cette connaissance, mais qui ont aussi une reconnaissance, une légitimité en tant qu'acteur public et ou en tant qu'économiste. Alors il propose tout un arsenal de mesures qui, à mon avis, quand on lit le livre, est loin d'être une liste à la Prévert, parce que rassemblés, ils constituent les pièces d'un programme qui est réaliste et qui est ambitieux. Alors, je donne 2-3 exemples, mais chacun reviendra dessus. On explore des territoires comme ceux de l'économie sociale et solidaire et on montre à quel point il y a des potentialités. On prône l'expérimentation et c'est un point tout à fait central. On montre que les technologies numériques ne viennent pas compenser, mais tendent plutôt à renforcer les inégalités de départ et de position. On rappelle aussi qu'on ne peut pas traiter correctement le chômage sans s'attaquer dans le même temps à la bipolarisation de l'emploi.
Et on montre enfin, parmi d'autres éléments, que les mouvements macroéconomiques, tels le protectionnisme, ont des effets, bien entendu, extrêmement importants sur le chômage. Donc voilà quelques éléments. Très rapidement, je voudrais mentionner les contributeurs. C'est important de le faire puisque tous ne pouvaient pas être là. On a à la fois des membres du Cercle des économistes, des chercheurs et des professeurs, Jean-Hervé Lorenzi, qui ont aussi d'autres fonctions, bien entendu, Patrick Artus, Jean-Paul Belbèze, Pierre Doquès, Jean-Pierre Aubert, qui est secrétaire général de la chaire Mutation, Anticipation, Innovation, Michel Berry, Marc Ferracci, qui est professeur à l'université Panthéon-Assas et conseiller de Muriel Pénicaud, Alain Villemeur, qui est directeur scientifique de la chaire Transition démographique, Transition économique. Voilà, ça c'est plutôt le côté, je dirais, chercheur et en même temps investi dans la cité. Et puis des personnes, comme l'a dit Jean-Hervé, je crois que c'est important de le répéter, qui ont occupé ou qui occupent encore des responsabilités de premier plan dans la haute fonction publique et tout particulièrement autour de cette question de l'emploi, du chômage, etc. Alors Michel Bernard, ancien directeur général de l'ANPE, Marie-Claire Carrerger, qui est membre du Conseil d'orientation pour l'emploi, Patrick Coquet, délégué général du pôle compétitivité Cap Digital, Louis Gallois, qu'on ne présente pas, mais qui est peut-être aussi un point à dire, président de la Fédération des acteurs de la solidarité aujourd'hui, Claude Sebel, inspecteur général honoraire de l'INSEE, Philippe Trouvé, voilà, créateur de la DARES, Philippe Trouvé, ancien directeur scientifique du CEREC, et Rosemarie Van Leberg, qui n'est pas là aujourd'hui, hein, et qui est déléguée générale à l'emploi, qui a été, déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Donc merci à tous pour ceux qui ont pu être là et qui vont sans doute présenter non seulement leurs propres propositions, contributions, analyses, mais aussi présenter celles de ceux qui n'ont pas pu être présents. Bonjour à toutes et à tous. Je dois préciser que mes propos dans ce petit livre sont issus d'une interview que j'ai donnée à Métis, la revue qu'anime Daniel Kaiser-Gruber, et je pense qu'il fallait lui rendre hommage. Le chômage de longue durée, c'est la gangrène du corps social français. C'est ça qui taraude le corps social, même si, assez curieusement, ça a été totalement absent du mouvement des Gilets jaunes jusqu'à présent. On n'a pratiquement pas parlé d'emploi sur les ronds-points, assez curieusement. Mais c'est quand même, c'est un élément essentiel. Le chômage de longue durée, c'est 2,5 millions, 3 millions de personnes, on ne sait pas très bien, mais c'est de cet ordre-là. Ça veut dire que tout le monde connaît quelqu'un qui est au chômage de longue durée. Et on sait que ce chômage de longue durée ne se réduira pas du simple fait de la croissance, parce qu'il y a une sorte de séparation dans le marché du travail entre ceux qui peuvent accéder à l'emploi rapidement, qui ont les capacités pour cela, et ceux qui sont considérés comme trop éloignés du marché de l'emploi et que les entreprises ne vont pas chercher. Alors, pour mobiliser les chômeurs de longue durée, on ne peut pas. Cette situation, il y a deux voies. La première, c'est de mettre les chômeurs de longue durée sur la trajectoire des emplois existants, c'est-à-dire les amener progressivement aux emplois qui existent et dont Jean-Hervé disait qu'il y en avait encore beaucoup de non pourvus, et on voit beaucoup d'entreprises qui recherchent de l'emploi. Pour cela, je vais très très vite, mais il y a un triptyque qui est incontournable. C'est la mise à l'emploi, la formation et l'accompagnement. Il faut les trois. Pour les chômeurs de longue durée, il faut les trois. On ne peut pas leur imposer des formations s'il n'y a pas une perspective de mise à l'emploi. Et on sait aussi qu'ils ont besoin d'un accompagnement à la fois social, parce qu'ils ont des pathologies qui ne relèvent pas uniquement de l'emploi, et un accompagnement professionnel. C'est ce triptyque qui est absolument essentiel. Et puis, il y a une deuxième voie, c'est sur celle-là que je voudrais m'appesantir 2 minutes de plus, c'est de créer des emplois nouveaux, qui soient accessibles à ces chômeurs de longue durée. C'est ce que nous essayons de faire à travers l'expérimentation dite zéro chômeur, qui est fondée sur 3 convictions. La première, c'est que tout le monde est employable.
à la mesure de ses capacités. La seconde, c'est que les travaux utiles pour la société, pour l'environnement des personnes, il y en a énormément, plus que de chômeurs de longue durée. Et enfin, la troisième conviction, c'est que, ce que disait Jean Hervé, c'est que d'argent, il y en a, parce que un chômeur de longue durée coûte à la collectivité presque aussi cher, je reviendrai sur ce point, aussi cher que sa mise à l'emploi. Et que donc, on peut trouver une manière d'activer les dépenses passives pour mettre les personnes à l'emploi. Alors, où en sommes-nous après 18 mois? On a créé, il reste 2 minutes, on a créé 600 emplois sur 10 territoires. C'est peu, mais il faut savoir que moyenne de durée du chômage des personnes que nous avons remis à l'emploi, 54 mois. 30% de handicapés. Voilà la réalité du chômage de longue durée, elle est là. 2 ou 3 territoires sur les 10 de l'expérimentation sont proches de l'exhaustivité, c'est-à-dire de la suppression du chômage de longue durée pour les volontaires. On a créé des dynamiques territoriales qui sont fortes parce que ça ne peut se faire que si tous les acteurs du territoire se mobilisent dans ce sens. Toutes les forces vives du territoire. Et enfin, on a validé l'hypothèse sur les 600 premiers emplois, on l'a calculé, on a validé l'hypothèse que les économies réalisées en les mettant ces personnes à l'emploi et les recettes nouvelles générées pour les collectivités publiques à travers les impôts par le versement de salaire, puisque ces personnes sont au SMIC, égaler la subvention que l'État apporte actuellement à ces emplois, c'est-à-dire 18 000 euros par an. Alors il reste des questions lourdes, évidemment. La première, c'est la formation et l'accompagnement. Ces personnes, il faut les mettre dans des trajectoires, donc il faut les former. Et nous avons besoin d'insister sur cette formation. Et dès lors que les gens sont à l'emploi, c'est possible, si en plus on est capable de les accompagner. Deuxième chose, il faut créer du chiffre d'affaires, parce que la mise à l'emploi, le coût complet d'un de ces salariés, c'est de l'ordre de 25 000 euros. La subvention est de 18 000 euros, d'ailleurs elle va légèrement baisser en 2019, puisqu'elle va être de 17 000 euros. Il faut combler cela en créant du chiffre d'affaires. Mais du chiffre d'affaires sur de l'emploi supplémentaire, parce qu'il ne s'agit pas, avec des emplois subventionnés, de concurrencer les emplois marchands ou les emplois des collectivités publiques. Donc c'est dans les emplois interstitiels extrêmement nombreux, mais qu'il faut aller chercher et sur lesquels il faut créer du chiffre d'affaires. Le troisième sujet, c'est le management, parce que pour gérer des entreprises de 80 salariés recrutés de manière chronologique, tout le monde a accès. Il n'y a aucune sélection. Donc on a évidemment des profils extrêmement divers. C'est un véritable défi managérial. On arrive à des entreprises qui ont maintenant 80 emplois en 18 mois, donc qui se sont créées et qui ont grandi très vite. Il faut les gérer. Et nous pensons d'ailleurs que nous serons obligés, plutôt que de faire croître ces entreprises au-delà de 80 emplois, de créer de nouvelles entreprises qui restent de taille gérable. Et enfin, nous avons quelques problèmes de financement. Mais l'objectif que nous nous fixons, c'est une deuxième loi qui permettra d'étendre cette expérimentation et d'encore mieux valider les hypothèses. Mais nous avons vraiment le sentiment qu'on a ouvert une brèche dans le mur dans le mur du chômage de longue durée. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais dire 2 mots à propos de ma contribution qui prend appui sur une étude qu'on a réalisée au Conseil d'orientation pour l'emploi pour essayer d'apprécier l'impact de la transformation digitale sur le marché du travail, sur le volume, sur la localisation et sur la structure de l'emploi.
on a conduit une étude qui vise à essayer de quantifier, même si on s'est évidemment refusé à donner des chiffres précis au pourcentage près qui n'ont aucun sens, essayer de quantifier l'impact sur l'emploi que peut avoir la transformation digitale en prenant l'enquête de conditions de travail, hein, qui décrit, comme vous le savez, ce que font les Français aujourd'hui dans leur activité professionnelle. Et on a identifié les questions au sein de cette enquête qui représentent les dimensions que les scientifiques s'accordent à considérer comme non automatisables à horizon de ce qu'on sait, c'est-à-dire une dizaine, une quinzaine d'années, sauf énorme surprise, c'est-à-dire des dimensions de flexibilité, de capacité d'adaptation, d'interaction sociale, pour les métiers manuels, les dimensions de perception. Et on a essayé de voir, donc à partir de cette enquête, et sans regarder le type d'emploi que les gens occupent, hein, on a juste considéré leurs réponses et dans la description de leur activité quotidienne, identifier ce qui pouvait être automatisable dans un monde où l'automatisation serait rentable, etc. Hein, c'est juste la possibilité d'automatisation qui ne dit en rien que ce sera automatisé. Mais on arrive à deux conclusions. C'est que moins de 10% des emplois en France, des emplois actuels, moins de 10% seraient susceptibles d'être automatisés parce que l'essentiel de leur contenu est automatisable, mais que 50% des emplois actuels, 50%, la moitié, ce qui est énorme, verront leur contenu profondément modifié. Alors, quand on a sorti cette étude qui venait après celle de Frey Osborne, qui disait que 47% des emplois dans le monde seront supprimés, seront balayés dans 10 ans, tout le monde a dit, a poussé un ouf de soulagement en disant « Ah, mais c'est moins de 10%. » Certes, moins de 10%, mais en un laps de temps quand même assez court, et surtout 50% des emplois dont le contenu est profondément transformé. Ça n'a rien d'insurmontable, mais on voit bien que l'enjeu, c'est la question de la période de transition et de gérer des transformations d'emploi, de compétences et beaucoup de changements sur le marché du travail, parce que les emplois ne se recomposent pas forcément au même endroit et pour les mêmes personnes qui sont à gérer. Donc à partir de ça, je voudrais faire passer juste quelques messages. D'abord, comme Louis Gallois, ne pas oublier la dimension création d'emplois, parce que les technologies, enfin on se focalise sur la question oh là là, combien ça va en détruire, mais il y a la question combien ça va en créer, et nous on est convaincus que il y aura des créations d'emplois. Certaines sont facilement identifiables parce qu'elles sont liées aux technologies. Ce n'est pas les plus nombreuses, mais concevoir des technologies, les déployer, les maintenir, ça exige des emplois, d'ailleurs plutôt qualifiés. Et à cet égard, on n'a pas encore en France l'outil de formation suffisamment développé. Enfin, on sait que c'est assez bien documenté. Il y a autour de 80 000 emplois vacants dans ces secteurs aujourd'hui. Alors moins en France que dans d'autres pays, mais enfin c'est pas en Angleterre s'il y en a plus, c'est aussi parce que le secteur est plus développé. Donc il manque par exemple en formation initiale une capacité de bouclage national. On voit l'offre de formation dans les technologies, elle dépend essentiellement de décisions locales, d'organismes de formation, d'universités, etc. Mais on n'a pas de capacité de bouclage national, ce qui est quand même fâcheux. Dans la dimension création d'emplois, on sait que ces créations d'emplois, elles viendront non seulement des technologies, mais de nouveaux produits, de nouveaux services dont la production est rendue possible par les technologies, qu'il est évidemment difficile d'anticiper. Mais on sait déjà qu'il y aura aussi des emplois non qualifiés qui seront créés, liés à la fois à des technologies, mais aussi aux nouvelles richesses
créés, alors le plus souvent dans des aires géographiques bien spécifiques et déjà bien favorisées, mais quand vous avez plus d'ingénieurs, plus de techniciens quelque part, il y a aussi besoin de médecins, d'avocats, de restaurateurs, de boulangers, de tout ce qu'on veut. Donc il y a cette dimension création d'emplois. Il y a un souci nouveau sur le chômage de longue durée, parce que le contexte de transformation digitale, il accélère à la fois de façon objective l'obsolescence des compétences et il amplifie aussi le sentiment qu'ont les personnes de cette obsolescence. Enfin, il y a quand même un grand climat d'anxiété et l'idée de se voir dépassé par un marché du travail et des compétences attendues qui évoluent très vite. Donc c'est un enjeu supplémentaire en termes de formation et de remise en parallèle à la remise à l'emploi. Je voudrais aussi dire que en France, pour l'instant, on n'a pas un dialogue social encore assez riche est répandu sur cette question de transition. Alors c'est vrai que le dialogue social, dans un contexte où on ne sait pas grand-chose sur l'avenir, c'est pas évident de se mettre d'accord. Je voudrais juste citer l'exemple du port de Hambourg, en Allemagne, que j'ai visité. Qui s'est automatisé par étapes. Les partenaires sociaux et l'entreprise se sont mis d'accord sur une grille d'analyse de la transformation et une grille et des décisions communes qu'ils prendraient. C'est vraiment très intéressant, je vous invite à regarder cet exemple. Ils se sont mis d'accord, ils se sont dit on va automatiser progressivement. Il faut donc, chaque fois, on évaluera à chaque étape l'impact prévisible sur l'emploi, sur les compétences, sur la santé des personnes. Oui, je finis. Et à chaque étape, ils décident d'actions déjà prévues pour maintenir l'emploi, maintenir les salaires, adapter les compétences, reconfigurer les emplois dans les meilleures conditions pour tous. Merci. Avant d'aborder les thèmes sur lesquels j'ai apporté mon contribution, moi je vous invite à lire, notamment parce qu'il n'est pas là pour le défendre, le papier de Michel Berry sur les emplois nomades, les emplois résidentiels, les emplois de service. Je pense que c'est une idée qui me paraît personnellement très, très, très importante. Bon, j'ai été présenté comme ancien directeur général de la NPE. Pour ceux qui ne se souviennent pas, la NPE, c'est la mère, c'est une des mères de Pôle emploi. Mais au-delà de ça, j'ai une autre expérience. Cela m'a donné une expérience nationale, mais j'ai une expérience locale puisque je suis élu local dans une commune et surtout dans une communauté d'agglomération. Et donc je suis impliqué dans tous les problèmes de développement économique, de formation, d'emploi, etc. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il me paraît extrêmement important qu'à tout niveau, au niveau national comme au niveau local, on assure la cohérence, pas une cohérence statique, une cohérence dynamique des politiques de développement économique, des politiques d'emploi, des politiques de formation et des politiques d'insertion. Je crois que on peut faire la démonstration, mais je n'ai pas le temps pour le faire, mais chacun peut le faire. Et pour assurer cette cohérence, il faut y impliquer, alors je vais parler au niveau local, au niveau national, c'est le gouvernement qui doit le faire, pas toujours très bien d'ailleurs, mais c'est quand même lui qui doit le faire. Au niveau des régions, ça devrait se faire aussi, pas toujours très bien, mais ça devrait se faire, mais ça doit se faire aussi au niveau local. Parce qu'en définitive, la déclinaison se fait pour être efficace et doit se faire au niveau des bassins d'emploi et des bassins de vie. C'est là que ça se passe. Hein, c'est là que se trouvent les emplois. C'est là où 80% des gens qui sont là vont travailler, vivent, font leur commerce, etc. Et donc il faut pouvoir réunir, pour avoir une vision un peu prospective de ce qui va se passer, parce que ce qui est important, c'est ce qui va se passer, et comment on va s'adapter, j'allais dire, aux modifications qui vont intervenir. Et bien pour ça, il faut le faire avec toutes les forces locales, bien entendu avec l'État, bien entendu avec Pôle emploi, mais aussi avec la Chambre de commerce, mais aussi avec la Chambre des métiers, mais aussi avec les partenaires sociaux, avec les syndicats professionnels, etc., mais aussi avec les collectivités locales. Enfin, je veux dire, c'est tous ces gens-là qui doivent travailler. Comme j'ai l'habitude de dire, quand on est tous ensemble, je veux dire, je ne sais pas si on est plus intelligent, mais on a plus de chances de bien cerner l'avenir,
même si on sait bien que l'avenir est mouvant, de bien servir l'avenir et de s'y préparer dans le cadre, on appelle ça une gestion prévisionnelle des emplois, des compétences, de la formation et tout ce qu'on veut. Mais on a quand même, plus de chances de s'y préparer. Et par expérience, que j'étais président d'une maison d'emploi dans ma vie, entre guillemets, j'ai marié Corbeil et Évry, c'est-à-dire Serge Dassault et Manuel Valls, qui est pas mal, c'est pas... Hein, ils sont copains, eux, oui. Contrairement à ce qu'on pense, ils sont copains, eux. Et c'est ce que j'ai essayé de faire sur le territoire dans lequel on se trouvait, c'est-à-dire de réunir tout le monde. Parce que pour pouvoir réunir tout le monde, pour pouvoir engager cette discussion et ce dialogue, il faut qu'il y ait une structure qui permette de le faire. Alors nous, on avait inventé avec Jean-Louis Borneau une maison d'emploi pour le faire, mais il peut y avoir d'autres structures. En tout état de cause, moi, ce qui me paraît important, et c'est la première idée, c'est qu'on structure, au niveau des bassins d'emploi, la déclinaison des politiques nationales dans les domaines du développement économique, de l'emploi, de la formation et de l'insertion. La deuxième idée que je veux développer, là, pour avoir dirigé un réseau national qui appliquait à Wissembourg ou à Saint-Jean-de-Luz exactement les mêmes outils, les mêmes produits. Et il faut aussi qu'il y ait une base de mêmes outils et de mêmes produits parce que, le demandeur d'emploi de Wissembourg et un demandeur d'emploi de Saint-Jean-de-Luz, il a droit à quelque chose, mais il a droit aussi à quelque chose de plus, c'est-à-dire quelque chose qui est adapté à sa situation locale, à sa situation personnelle. On ne fait pas la même chose dans un secteur rural qu'on fait dans un secteur urbain. Il y a des problèmes de transport et moi je milite, je sais que Pôle emploi a commencé à le faire, mais il peut mieux faire, entre guillemets. Je milite pour qu'on donne aux échelons locaux de l'emploi et de l'insertion des possibilités, c'est-à-dire des moyens financiers, pour pouvoir mettre en œuvre des mesures complémentaires à ce qui existe au niveau national pour s'adapter aux véritables besoins. Puis la dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est sur la clause sociale d'insertion. Je ne sais pas si vous connaissez la clause sociale d'insertion, c'est la possibilité pour les donneurs d'ordre que sont les collectivités locales d'imposer dans leur contrat que l'entreprise embauche des personnes qui sont en situation de difficulté pour l'emploi. Et c'est 5%. Et ces personnes étant envoyées par Pôle emploi, étant envoyées par les plans locaux d'insertion par économie, étant envoyées par les organismes d'insertion divers et variés. Aujourd'hui, en 2017, il y a près de 15 millions d'heures qui ont été faites comme ça, qui ont concerné à peu près 30 000 personnes, avec un taux de maintien dans l'emploi, c'est-à-dire quand on regarde 18 mois après, il y a toujours 65% des gens qui sont dans l'emploi. Donc c'est un véritable outil d'insertion. Et il y a un potentiel qui est énorme. Mais comme le potentiel est énorme, il faut à la fois convaincre les collectivités de jouer le jeu, et puis il faut renforcer les outils d'intermédiation que sont les facilitateurs. Et ça, c'est le rôle de l'État. Je suis très étonné qu'on soit si nombreux, mais c'est très bien. Alors, je voudrais vous parler de la fiche formée pour les emplois de demain. On a aussi rédigé un travail sur la partie éducation, mais qui est un peu hors de notre propos aujourd'hui. Alors, nous vivons une période paradoxale où le chômage de masse existe, mais où il y a aussi des pénuries de main-d'œuvre dans de nombreux territoires et dans de nombreux secteurs, dans de nombreux métiers. En fait, cette pénurie n'est pas seulement qualitative, elle est surtout, pas seulement quantitative, elle est surtout qualitative. Et Patrick Ertus montre, à partir d'une enquête de l'OCDE de 2013, comment dans de nombreuses branches, cette faiblesse des compétences entrave leur programme de développement et atteint des objectifs. En fait, je pense que cette pénurie, qui est maintenant très longue, n'a jamais été mesurée quant à ses effets macroéconomiques. C'est peut-être difficile à faire, mais ce serait un beau défi. Alors, il y a 2 ans, nous avions espéré que le programme 500 000 stages de zéro chômeur pour les chômeurs de longue durée nous permettrait de résoudre ou d'avancer pour résoudre cette inadéquation. Bon, en fait, l'évaluation par la DARES montre que
le taux de réinsertion dans un emploi ou une formation qualifiante est resté faible, est resté autour de 22-23%. Alors que on a oublié, mais ça c'est le problème des pourcentages et du nombre, comme il y a eu 2 fois plus de chômeurs, de stages de chômage de longue durée, en réalité, on a réinséré à peu près 250 000 personnes, alors que l'année précédente, on en avait assuré que 120 000, 130 000. Donc ça, c'est le problème c'est le problème des statistiques. Deuxième point, le chantier est bien donc d'augmenter les compétences. Et je pense que c'est ce plan investissement compétences qu'on est en train de mettre en œuvre, dont les effets seront sensibles à partir de 2019, qui est maintenant la cible principale de ce travail, de retour à l'emploi. En effet, le retour à l'emploi s'accompagne d'une transformation des emplois aidés qui deviennent des parcours individuels emploi-compétences. Et de ce fait, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Louis Gallois, un chômeur de longue durée ou encore de très longue durée ne peut s'en tirer que s'il est vraiment accompagné sur toutes les dimensions de son problème et pas seulement la formation. Deuxième point, l'accès. Je vais prendre un peu d'eau parce que je suis complètement... Deuxième point, l'accès à un emploi avec une formation qualifiante est beaucoup plus efficace. Si l'emploi est défini avant, et au mieux, et même au mieux, si les personnes se trouvent réinsérées avant sa formation qualifiante. Autrement dit, il ne faut pas forcément inverser, ce n'est pas toujours possible, mais il faut vraiment avoir l'emploi comme élément primordial. Dernier point, nous préconisons dans ce texte une vision beaucoup plus dynamique, enfin en tout cas peut-être plus exigeante, sur ces entreprises ou certains établissements, d'une manière qui reste un peu décidée très très loin. On a décidé de fermer un établissement alors qu'il est plein de compétences et souvent qu'il est rentable. Et donc la méthode qui me semble, nous, la plus importante consiste à dire qu'il faut durcir vis-à-vis des entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères, des conditions de maintien de l'emploi, mais évidemment après une cible. Donc l'idée serait que, un peu comme a été créé le fonds de sécurisation professionnelle, il y a un volet qui permette de faire et de répondre aux 3 points, sauvegarder l'emploi et la compétence, requalifier et réinsérer. Bon, ça c'est une question un peu technique, mais je pense que on en a besoin compte tenu de toutes les catastrophes qu'on observe actuellement. Alors, je dois très, très brièvement vous parler aussi de ce que Michel Berry a écrit. Je pense que le texte qu'on a appelé Michel Bernard tout à l'heure, en fait, il y a derrière 2 autres chercheurs qui sont Pierre-Yves Gomez, notamment avec l'ouvrage sur l'intelligence du travail, et Pierre-Noël Giraud, qui lui a travaillé autour d'un concept un peu terrifiant qui est celui de l'homme inutile. Et donc, avec ses propres travaux, Michel fait une sorte de proposition en s'appuyant beaucoup sur les expériences qu'il vit en tant que directeur de l'école de management de Paris. Il dispose de 1200 cas, type, si vous voulez, Harvard, qui lui ont permis, après en avoir sélectionné 300, d'ouvrir un site absolument remarquable qui s'appelle le Jardin des Entreprenants. Pourquoi le Jardin des Entreprenants ? Il reste dans la logique de Voltaire, il faut cultiver son jardin. Et donc cette extension, ce que dit Michel, c'est que nous devons passer de l'objectif de l'emploi pour tous à un objectif de l'activité pour tous. Et nous devons avoir aussi en tête ce que décrit de manière remarquable Pierre-Yves Gomez, c'est que le travail et les activités ne manquent pas, elles sont pléthoriques. Ce qui, par contre, est en train de passer en termes de peau de chagrin, c'est l'emploi rémunéré et décent. Je crois que c'est aussi quelque chose d'important.
Bien, je reprends la parole pour, en réalité, deux thèmes évoqués très rapidement. Le premier thème, c'est la capacité de changement dans notre pays. Ce qu'on propose ce matin, c'est quand même de se dire il n'y a pas de fatalité, cette espèce de chômage de masse, etc. Moi, quand j'étais très jeune universitaire, avait été instauré le DUG. Donc le système français était totalement coupé. D'un côté, les formations qualifiantes, les grandes écoles et toutes les formes différentes, et puis de l'autre côté, l'université qui formait des chômeurs. À cette époque, le DUG, je ne sais pas si vous en souvenez, le mot DUG, j'étais jeune assistant et effaré parce que je venais... J'ai un DUG et un emploi. Voilà. J'étais effaré parce qu'on disait le DUG, c'est la mainmise du patronat sur l'université. Je me disais, pauvre patronat, il est bien mal parti. Et 20 ans après, l'université que certains d'entre nous connaissent particulièrement bien, a totalement changé. Quand j'ai dit université, c'est l'ensemble de l'enseignement supérieur en France, a complètement changé avec la volonté obsessionnel de se coller au marché du travail. Alors ça a pris du temps, ça signifie tout simplement que quand dans un pays, on souhaite réellement, dans notre pays, on souhaite réellement faire quelque chose, on le fait. Et cette vision qu'on est condamné à une sorte de, j'allais dire, d'échec permanent, l'évolution du système universitaire qui, vraiment, je vous l'assure, il y a dans les années 70, 75, 80, était quand même croquignolesque. Quand on voit ce que les efforts immenses qui ont été faits à tous les niveaux de la hiérarchie universitaire pour transformer tout ça, c'est exceptionnel. Ça tend à prouver que dans ce pays, absolument tout est possible. Il suffit j'allais dire au fond, de mettre en avant ce qui est positif et d'arrêter d'en permanence se lamenter. Premier sujet. Je rappelle au passage que le même système universitaire, pris dans sa globalité, est passé d'1 million de personnes à 2 millions de personnes, tout ça en traitant les thèmes et en introduisant les notions de stage partout. Enfin, je trouve que c'est très exceptionnel et au fond, dans le regard que j'ai eu sur l'évolution de notre société, c'est peut-être ce qui m'aura le plus frappé en France. Deuxième remarque et deuxième proposition, il y a ces emplois vacants non satisfaits. On sort le chiffre de 300 000 avec quelques petites évolutions. Moi, quand un chiffre ne bouge pas, je suis toujours un peu estomaqué. Je me dis qu'il doit y avoir quelque chose, soit une erreur de calcul, soit une mauvaise volonté farouche, oui, ou un mythe. Et nous nous sommes penchés tous sur l'idée, pourquoi est-ce que c'est le cas ? Ben, évidemment, c'est le cas. Vous prenez quelqu'un qui est au chômage depuis 24 mois, qui se retrouve à avoir un logement qui est le point d'accroche dans l'existence. Et puis, on vous dit, il faut partir à 500 km de là, et là, il n'y a pas du tout de possibilité automatique de trouver un lieu. Le lieu de vie, c'est très important. Personne, à 45 ans, ne décide d'abandonner un lieu de vie pour rien du tout, et pour avoir, au fond, la possibilité de... Je sais qu'il me reste 2 minutes. La possibilité de pouvoir s'installer correctement. Il y avait une initiative formidable pour les jeunes qui avait été faite à Clermont-Ferrand où, vous savez, le jeune arrivait, il était embauché métaux par Michelin, il prenait un risque, puisque c'était un emploi... j'allais dire non, pas un CDI, c'était un CDD, et en réalité, puis il y avait la période d'essai, et en réalité, au bout de 3 mois, mettons que ça ne marche pas, évidemment, le logeur expliquait qu'il y avait eu des dégradations dans l'affaire, et on ne le remboursait pas assez. Et Clermont-Ferrand avait décidé, la ville, avait décidé de prendre en charge ça. C'est-à-dire partout, favoriser ce qui permet aux gens de passer d'un endroit à un autre, d'un emploi à un autre, d'une situation à une autre. Psychologiquement, quand on a passé 24 mois à être au chômage, c'est pas si facile que ça de passer, d'aller à 500 km et d'aller trouver un boulot. Et d'où notre idée et notre proposition et je me tourne vers la puissance publique qui va s'exprimer dans quelques secondes et qui va me dire répondre oui, parce qu'il est très gentil. C'est cette idée que évidemment qu'on forme les chômeurs de longue durée, qu'on essaie d'appareiller le marché de l'emploi entre les demandeurs d'emploi et l'offre d'emploi. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Donc, personne au monde normalement constitué ne bougera de, je ne sais pas quoi, du 91
pour aller à Nantes sans être sûr qu'il y a un appartement et qui arrive à vivre, sans être sûr d'avoir l'équivalent à Nantes. Je veux dire, tout ça, c'est enfantin à comprendre. Et donc, l'idée que j'avais, que nous avons, c'est, je termine là-dessus, c'est parce que tu as oublié de mettre la petite pancarte disant que j'ai fini, c'est... Voilà. Oui, je termine. Non, il n'est pas sous autorité. C'est une commune libre ici. C'est tout simplement qu'on confie une mission un peu particulière qui sort du programme général de ce que fait très bien le ministère du Travail, le ministère de l'Emploi, etc. Se disant, on prend, mettons, 100 000 personnes par an, 100 000. Et ces 100 000, en réalité, on appareille l'offre et la demande d'emploi en fournissant sur des durées de temps courtes. Donc c'est une opération, j'allais dire, très, très de choc sur ce thème-là, mais qui aurait une très grande importance psychologique. On appareille le dispositif entre un chômeur de longue durée qui a des compétences, mais à qui on va fournir 8, 9, 10 mois de formation particulière et un accueil à l'endroit qui peut l'accueillir. C'est ça. Je pense qu'on ne changera pas le dispositif et la vision que nous avons du chômage si on ne met pas des opérations que j'appelle coup de poing, malheureusement en utilisant un langage policier qui n'est pas très approprié peut-être pour cette affaire-là, mais je trouve qu'il faut faire ça et on ne le fera pas juste dans un espèce de plan qui s'étale sur des années. J'ai compris, c'est stop, mais mon idée n'est pas stoppée. Je sais qu'en général, quand je viens à l'invitation de Jean Hervé, je repars toujours avec des devoirs et du travail à faire. Merci de me permettre de m'exprimer un petit peu. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais essayer de tracer un petit peu les grandes lignes, peut-être de synthèse d'ailleurs. On a plusieurs problèmes à régler. Problèmes pour lesquels la France affiche une spécificité depuis un certain nombre d'années, quand on la compare à d'autres pays, des spécificités qui ne sont pas l'expression du génie français, mais qui sont l'expression de vraies difficultés, et en particulier de vraies difficultés institutionnelles. On a un premier problème, ça a été évoqué à travers le sujet du choc de la numérisation, de l'automatisation. On a un premier problème qui est celui de l'adaptation des entreprises, des structures et des organisations productives à des chocs. Aujourd'hui, ça a été dit par Marie-Claire Carragé, on a en France un dialogue social qui fonctionne pas extrêmement bien. On a une capacité à se mettre d'accord sur les évolutions nécessaires de l'organisation des entreprises qui est plus faible que dans d'autres pays qui ont réussi à combattre le chômage de masse. Et ça, c'est un vrai problème. Si on regarde les travaux de l'OCDE, on se rend compte que les gains de productivité ralentissent, en grande partie parce que beaucoup d'entreprises ne savent pas s'approprier les évolutions technologiques, qui peuvent être des évolutions organisationnelles également. Et cette appropriation, elle passe nécessairement par un meilleur dialogue social. Donc ça, c'est le premier point. On a besoin de ça parce qu'on ne lutte pas contre le chômage de masse sans créer des emplois. Et pour créer des emplois, il faut permettre cette adaptation. La deuxième spécificité de notre modèle, en tout cas de notre marché du travail, c'est qu'on a un marché du travail qui divise. On a un marché du travail dont les modalités de fonctionnement, eh bien, ça a été dit, redit, mais je suis obligé de le redire, contribuent à creuser le fossé entre ceux qui sont bien protégés, ceux qui ont un emploi stable, et ceux qui ne peuvent pas s'insérer durablement dans l'emploi. Alors il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cette dualité. Cette dualité, elle résulte sans doute du fonctionnement du droit du travail, le fait que effectivement on a longtemps construit des règles qui sont au détriment des gens qui sont en emploi court. Elle s'explique aussi, c'est un sujet qui est d'actualité, par les règles de l'assurance chômage. Aujourd'hui, les règles de l'assurance chômage contribuent à alimenter cette précarité, cette récurrence au chômage faite d'alternance de contrats courts et de périodes de non-emploi. C'est des règles qui touchent à la fois les employeurs, mais aussi les demandeurs d'emploi.
Et fondamentalement, cette précarité, cette dualité, cette coexistence de CDI et d'emploi court au sens large, elle est très coûteuse pour la collectivité, elle est coûteuse pour l'assurance chômage, mais elle est aussi, et c'est en fait le plus important, coûteuse pour les gens qui ne peuvent pas s'insérer et qui ne peuvent pas construire leur vie dignement. Troisième problème, mais qui interagit évidemment avec les deux autres, c'est la question de la qualification. Vous regardez sans doute, puisque vous êtes tous de près ou de loin des spécialistes de la chose économique et sociale, les enquêtes comme l'enquête PIAC, c'est-à-dire les enquêtes sur le niveau de compétence de la force de travail adulte, dans lesquelles la France est particulièrement mal classée, à la fois sur les enjeux de littératie, de numératie, et aussi sur les enjeux de compétences sociales, ça a été dit. Et ça, on sait que c'est évidemment quelque chose à laquelle il nous faut répondre. Donc, muni de tous ces constats, on a besoin d'une réponse globale. On a besoin d'une réponse globale et on a besoin d'une réponse qui s'attaque aux problèmes profonds. Alors, je vais simplement mettre en avant un sujet qui nous tient particulièrement à cœur au ministère du Travail. C'est effectivement le sujet de la compétence et de la qualification. On a un système de formation professionnelle, en tout cas c'est le diagnostic qu'on a fait et qui a précédé la loi Avenir professionnel qui a été adoptée en septembre. On a un système de formation professionnelle qui ne permet pas aux gens de se projeter dans l'avenir et aux entreprises de faire face à leurs besoins de compétences. On a un système de formation professionnelle, comme beaucoup d'institutions de notre marché du travail, qui est caractérisé par sa complexité, qui est caractérisé par la difficulté des personnes et des employeurs à trouver la prestation de formation et l'offre de formation qui lui convient. Et il me semble qu'il était nécessaire d'agir pour transformer profondément ce marché. C'est ce qu'on a essayé de faire. On aura évidemment une phase de mise en œuvre et de transition, ça a été dit. Dans les réformes, c'est souvent le plus difficile que la gestion des transitions. Cette phase de transition sur la formation professionnelle et sur l'apprentissage, elle va prendre du temps. Mais je pense qu'elle est nécessaire parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'attaquer au sujet du chômage de masse sans le concevoir dans sa dimension structurelle. Et qui dit dimension structurelle, dit réforme structurelle. Je pense que les échanges qu'on va avoir nous permettront d'approfondir ça, puisqu'on me met déjà le petit panneau du temps écoulé. Donc je vais laisser la place aux questions-réponses. Ça au thème du jour, qu'est-ce qui vous marque par rapport au climat social et au mouvement actuel en France? Merci. Dans les Gilets jaunes, le chômage n'est pas directement au cœur. Le chômage n'est pas directement au cœur, mais c'est vrai que les familles gilets jaunes, si je puis dire, qui manifestent, très souvent elles manifestent parce qu'elles n'ont pas, elles ne voient pas d'avenir, elles n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir. Et une des difficultés, c'est qu'il y a des chômeurs dans les familles, même si ce ne sont pas eux qui sont sur les carrefours aujourd'hui. Soit les enfants, soit on voit les enfants comme de futurs chômeurs. Je crois que c'est quelque chose qui est donc très inscrit dans le mouvement, même si ce n'est pas directement, mais je pense que... En fait, il me semble qu'il y a un contresens. Nous oublions que les hommes ou femmes qui sont consommateurs, ils sont aussi producteurs. Et en réalité, le malaise dans lequel on se heurte, il est très très bien décrit par un ouvrage qui est sorti au mois de mai, je crois, ou d'avril, qui s'appelle « Et si les salariés se révoltaient ?» C'est le travail de Patrick Artus et d'une jeune femme dont je ne me rappelle plus le prénom, malheureusement. Et je pense que là, vous avez la clé, en réalité, de ce que nous vivons actuellement. Autrement dit, les producteurs, hommes et femmes, ont été bousculés pendant une quarantaine d'années, et maintenant, ils disent ras-le-bol. Oui, c'est une question difficile parce qu'on a du mal à saisir le mouvement dans sa dimension un peu protéiforme, à le saisir sociologiquement, même s'il y a quelques enquêtes qui commencent maintenant à éclairer un petit peu les choses. Ce qui semble, mais sous
toute prudence et sous toute réserve, ce qui semble, c'est que les principales revendications, effectivement, sont plutôt des revendications qui ont trait au pouvoir d'achat, qui ont trait à la fiscalité, et dont on a le sentiment, et encore, je pense qu'on a besoin d'affiner un petit peu le diagnostic, dont on a le sentiment qu'elles émanent plutôt de gens qui sont actifs, mais qui ont beaucoup de mal à vivre de leur travail. Évidemment, ça n'épuise pas du tout le sujet. Ce que je veux dire, c'est que le chômage est en fait, ça a été dit, hein, et l'impensé de la réflexion autour du mouvement sur le pouvoir d'achat. Je pense qu'on ne vit pas de la même manière en tant que salarié, on n'obtient pas les mêmes conditions de vie, les conditions de travail, les conditions salariales dans un pays où il y a 9% de chômeurs et dans un pays où il y a 4% de chômeurs. Et s'il y a un sujet sur lequel les économistes de tous bords, qui soient marxistes, puisque à l'origine c'est Marx qui a raconté ça, ou qui soient beaucoup plus libéraux, s'accordent, c'est le fait que le chômage est le principal déterminant du pouvoir de négociation des salariés et de leur capacité à obtenir des choses. Et donc je pense que s'attaquer au chômage de masse, c'est aussi, par effet de bord, s'attaquer de manière très profonde à ce mal-être, à ces souffrances. On va tous s'exprimer sur ça. Moi, je trouve que c'est évidemment une question qui est, j'allais dire, qui n'est pas centrale dans la discussion d'aujourd'hui. Au fond, aujourd'hui, nous disons, c'est une espèce de... C'est un problème de hiérarchie de la manière intellectuelle de traiter les thèmes. Nous sommes tous convaincus, tous les gens qui ont travaillé dans cette affaire, que le chômage n'est pas, en réalité, par une espèce de paresse intellectuelle des 20 dernières années de notre pays. Nous avons considéré, au fond, que le système, on était sur une tendance qui était tout à fait inéluctable et qu'on était un pays dans lequel il y avait 10% de chômage, quoi qu'il arrive. Et que ceci, par ailleurs, vient évidemment s'y adjoindre tous les problèmes qui sont aujourd'hui, qui remontent et qui sont celles en gros, on va résumer, à la fois la perception du pouvoir d'achat et la perception de l'intérêt du travail, de tout ce qu'on peut imaginer. Ces deux sujets, je crois qu'il faut bien séparer, de mon point de vue, tout simplement parce que dans un cas, il s'agit en réalité d'une sorte de, d'aveuglement de la société française. C'est de ça dont on parle ce matin. Et de l'autre, c'est de l'impéritie, au fond, des institutions qui, depuis 20 ans, ont traité les problèmes d'emploi, de formation, de progression dans l'emploi, dans nos sociétés, parce qu'il ne s'agit là pas que de la société française, de manière, très inacceptable sur le fond. Mais le thème de ce matin me semble être celui d'abord de se dire, au fond, est-ce qu'on est condamné à cette idée qu'il y a une force de travail inutile et que ça va rester jusqu'à la fin des temps. Voilà. Alors il y a évidemment le problème du travail pauvre. Mais je pense que si on mélange les deux sujets, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de lien, mais on perd un peu de la clarté sur notre propre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans ou 30 ans pour les plus âgés d'entre nous, et j'en fais partie, la période où on avait découvert qu'on avait 500 000 chômeurs apparaissait comme quelque chose d'hallucinant et que le monde était en train de se renverser. Et au fond, on est rentré dans un long tunnel d'acceptation et d'acceptation intellectuelle. C'est-à-dire qu'il est normal que la France ait 8-9% de chômage, c'est comme ça, c'est une donnée, et au fond, on n'y peut pas grand-chose, on peut simplement traiter socialement le problème. Et au fond, ce que nous disons ce matin, c'est que, ce qui n'enlève rien à la pertinence de la question que vous posez, mais ce que nous disons ce matin, c'est que ce principe-là n'est pas exact. Bon, puisque vous souhaitez qu'on se prononce tous, moi je vais me prononcer. Plutôt, je ne vais pas me prononcer parce que je n'ai pas l'habitude de surréagir aux événements, j'essaie de les analyser, de comprendre. Parce que s'il y a bien un événement qui est compliqué, c'est celui-là. Ce que je sais par contre, et je crois que ça a été rappelé par Hugues tout à l'heure, c'est que le chômage et la non-activité, c'est quand même un peu la mère de beaucoup de maux de notre société. Et plus on réussira à résoudre ce problème, et plus on réussira à résoudre un certain nombre de difficultés de nos concitoyens.
Rapidement, moi je pense que, enfin, on en parlait avec Louis Gallois tout à l'heure, il n'y a jamais eu de manifestation sur le chômage, ça n'existe pas. Ça s'est toujours traduit autrement. Mais je pense que les questions d'emploi, de qualité de l'emploi, de localisation de l'emploi sont en fait au cœur des préoccupations de beaucoup de gens. C'est un premier sentiment comme ça, hein. Effectivement, Michel, tu as raison, il faudrait analyser, faire des études sociologiques, etc. Mais mon premier sentiment est qui renvoie à du... Non, bien sûr, mais il est incontestable que que certains territoires sont plus frappés que d'autres. On parlait de transformation digitale, nous on a montré que certains territoires, eu égard au fait que la structure de leur économie est basée sur des entreprises, petites entreprises industrielles qui auraient faiblement investi. Enfin, des territoires sont plus vulnérables que d'autres à la transformation digitale. On a des zones rurales ou des petites villes où il n'y a plus d'industrie, où il y a des craintes pour la fermeture de l'hôpital, etc. Tout ça, c'est des questions. Il y a des questions de pouvoir d'achat, mais il y a des questions d'emploi, de qualité de l'emploi et d'emploi pour ses enfants, etc. Je pense que c'est au cœur du sujet, en fait. Oui, pour moi, si tant est qu'on puisse déjà analyser complètement ce phénomène, je dirais que c'est une crise d'une population qui se sent en voie de déclassement, qui a peur de devenir pauvre. La peur de devenir pauvre me paraît très très forte. Et d'ailleurs, ça suscite parfois, sur certains ronds-points, une sorte d'agressivité vis-à-vis des pauvres. Et je pense que cela touche particulièrement les régions qui ont été ravagées par la désindustrialisation, qui sont des régions qui ont le sentiment qu'elles sont laissées à l'écart du mouvement. Et sans vouloir tout imputer à la mondialisation, je pense que il y a une grande partie de la population française qui pense qu'elle est laissée à l'écart de cette mondialisation, que le train de la mondialisation, c'est pour les autres et qu'ils ne montent pas dedans. Et qu'au contraire, ils vont en subir les conséquences. Et les ravages de la désindustrialisation sont au cœur de cette crise. Mais je pense aussi qu'il y a le problème du déclassement d'une partie de la population qui voit que sa capacité financière se réduit du fait que les dépenses contraintes progressent alors que le revenu lui-même ne progresse pas. Donc la marge de manœuvre se réduit et qui craint je le disais, de rejoindre la cohorte des pauvres. Et alors, pourquoi l'emploi est un impensé? Alors là, je partage l'avis qui a été exprimé, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne parle pas d'emploi que l'emploi n'est pas là. Je pense que l'emploi fait partie de ce sentiment de déclassement et de cette crainte, de cette peur des personnes, notamment pour leurs enfants. D'ailleurs, que le fait que l'immigration soit un thème montre bien que l'emploi est en cause, parce que c'est en fait l'idée qu'ils viennent prendre nos emplois. Donc il ne faut pas surévaluer le poids de la thématique de l'immigration dans cette affaire, mais enfin, elle n'est pas totalement absente. Bonjour, Christian Schubert du journal allemand Frankfurter Allgemeine. Une question, oui, assez, je ne sais pas si c'est simple, mais alors j'utilise pas mal des taxis Uber. Est-ce que c'est ce type d'emploi, est-ce que c'est pour vous un moyen pour accéder le marché d'emploi et après monter pour avoir un revenu? Moi j'ai l'impression les conducteurs là. Est-ce qu'ils sont... Alors,
je ne sais pas si je généralise, mais ils ne sont pas malheureux complètement, je crois. Alors, ils sont contents d'avoir au moins cet emploi-là. Et une deuxième question, est-ce que l'écart, c'est un argument beaucoup de la droite, je sais, mais l'écart entre les minima sociaux et le premier salaire, est-ce que c'est un problème ou ce n'est pas un problème en France? Alors, sur le premier sujet, il y a une question de diagnostic, c'est la place du travail indépendant, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. J'élargis, hein, ce n'est pas uniquement les plateformes, les travailleurs des plateformes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le travail indépendant est relativement cantonné quand on regarde sa part dans l'emploi total, et il a même un petit peu baissé dans les dernières décennies. C'est essentiellement lié à l'évolution de l'emploi agricole et de la baisse de l'emploi indépendant agricole. Sur les travailleurs des plateformes, je suis même convaincu que c'est une voie d'accès au marché du travail privilégiée pour certains publics. En particulier, le public des jeunes, souvent issus de l'immigration. C'est un petit peu impensif, mais quand on regarde très concrètement les gens qui passent l'examen, il se trouve que je suis un petit peu ces sujets-là au ministère du Travail, qui passent l'examen de VTC, c'est-à-dire de véhicules de tourisme comme Uber, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration, qui ont d'ailleurs parfois du mal à passer cet examen qui est assez difficile, qui est une barrière à l'entrée non négligeable. Et on voit que c'est effectivement une voie d'accès qui n'est pas le salariat classique et qui convient, en tout cas qui est plus facile à emprunter pour ces publics qui souffrent d'effets de discrimination, de stigmatisation, liés au fait que souvent ils sont issus de l'immigration, que souvent ils habitent dans des quartiers qui, en tant que tels, font l'objet d'une stigmatisation, et souvent, se rajoute à ça le fait qu'ils ne sont pas forcément très qualifiés. Après, est-ce que, pour répondre à votre question, c'est le type d'emploi qui leur convient? Aujourd'hui, il y a un sujet que sont les conditions de travail et le revenu décent associé à ce type d'emploi. Quand vous discutez avec les représentants de ces professions, que ce soit essentiellement les représentants des VTC, il y a une revendication qui supplante toutes les autres, c'est la question du revenu décent. Et il ne vous a pas échappé que dans d'autres pays, dans d'autres villes, comme à New York, la jurisprudence, le juge, fixe désormais des normes, voire requalifie beaucoup plus fréquemment en salariés des personnes qui sont sur les plateformes. Donc, pour conclure tout ça, oui, c'est une voie d'accès. J'ai du mal à mesurer son potentiel d'emploi à terme, mais en tout état de cause, ça ne peut être une voie d'accès durable à l'emploi que si on pose sur la table la question de la protection de ces travailleurs, avec des droits renforcés, nouveaux, et une réflexion autour de cette notion de revenu décent. Sur la question des minima sociaux, alors c'est une question très compliquée parce que les minima sociaux sont multiples. Je pense qu'il faut, de ce point de vue, faire œuvre de clarification et de simplification de notre modèle. On a annoncé, il y a quelques mois, le président de la République a annoncé, dans un horizon qu'on espère pas trop lointain, la mise en place de ce qu'on appelle le revenu universel d'activité, qui va fusionner un certain nombre de minima sociaux qui sont aujourd'hui très éclatés. Un des principes sous-jacents à ce revenu universel d'activité, c'est, outre la simplification qu'il va engendrer, que ce revenu, évidemment, donne toujours des incitations à reprendre un emploi. Et donc, ce revenu a vocation à régler, en partie, les situations de coin, des situations d'angle mort dans lesquelles peuvent aujourd'hui se trouver certaines personnes. Il y a quelques années, j'en termine parce que je ne veux pas être trop long, il y a quelques années, deux chercheurs que sont Yannick Lortie et Denis Hahn s'étaient amusés, enfin je ne sais pas s'ils sont beaucoup amusés parce que le travail était un travail important, à mettre les unes à côté des autres toutes les aides auxquelles les personnes pouvaient avoir droit, à la fois les aides nationales, les minima sociaux, mais aussi les aides versées par les collectivités locales, qui viennent souvent se surajouter. Et il parvenait à la conclusion que dans certaines configurations familiales, quand vous étiez marié avec plusieurs enfants, eh bien, la somme de ces aides, qui est une somme théorique, parce que tous les gens ne les réclament pas forcément, tous les gens ne savent pas forcément qu'elles existent, mais en tout cas, la somme de ces aides pouvait représenter plus qu'un salaire à 35 heures au SMIC. Donc, cette situation, au moins en théorie, elle existe. Après, on constate aussi, et c'est quelque chose d'optimiste, que certaines personnes, même quand ils peuvent accéder aux aides, préfèrent travailler. Et que
l'impact du travail sur l'estime de soi, sur la capacité d'inclusion, sur la capacité à monter dans l'échelle sociale, c'est quelque chose à laquelle les gens accordent une valeur. Donc je pense qu'il y a un sujet de simplification. Et puis voilà, moi je ne crois pas, pour terminer, au biais culturel qu'auraient les Français, les travailleurs français en général, vis-à-vis des allocations, vis-à-vis du travail. Je pense qu'on a des dispositifs qui sont aujourd'hui trop complexes, des règles qui produisent parfois de mauvaises incitations, mais c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Oui, on se rapproche. Tu prends la parole. Oui. Françoise, voilà, et une question. Sur ce sujet... je prends ma casquette de président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Nous avons beaucoup regretté, nous allons d'ailleurs le dire, nous l'avons dit, que dans les mesures annoncées par le président de la République à la suite du mouvement des Gilets jaunes, rien ne concerne les personnes les plus pauvres dans ce pays. Parce que la prime d'activité ne concerne pas les plus pauvres. Nous aurions... peut-être que ces plus pauvres n'ont pas de capacité d'expression. Mais le RSA est à 550 €, dont on déduit une partie des APL et dont on déduit une partie des allocations familiales. Donc il y a des gens qui reçoivent plutôt 350 à 400 € dès lors qu'ils bénéficient d'APL et d'allocations familiales. Et on ne peut pas vivre avec de tels niveaux. Donc nous demandons que soit pris une mesure en faveur de la revalorisation, notamment du RSA, et la réindexation des allocations familiales, des APL, qui ont été désindexées. Peut-être dernière question. Voilà. Deux questions. Alors, je voulais savoir, moi, ce que vous pensiez d'une mesure étudiée par le gouvernement, le bonus-malus. Est-ce que ça peut être favorable à l'emploi ou est-ce que ça peut être un frein à l'emploi, puisque c'est la question qui nous préoccupe? Oui, je voulais savoir, M. Gallois, est-ce que pour vous, justement, dans le mouvement des Gilets jaunes, est-ce qu'il y a une contradiction d'intérêt entre les gens qui sont en emploi aujourd'hui, mais qui ont du mal à en vivre, et les pauvres, qui sont quand même principalement des chômeurs? Enfin, pas principalement, mais je crois qu'il y a 37% ou 40% des chômeurs sont pauvres aujourd'hui en France. Et alors, j'ai une deuxième toute petite question, alors, pour ceux qui veulent y répondre. Est-ce que vous avez des solutions pour améliorer la mobilité des salariés? Par exemple, je me souviens de l'exemple de GMS, je crois que c'est à la Souterraine dans la Creuse, où l'usine a fermé. Il y avait d'autres... Pardon, bon, alors, je suis désolé. En tout cas, elle a beaucoup réduit l'emploi. Il y avait une autre usine à 40 ou 50 km qui était en... Voilà, ça fait beaucoup d'imprévus. Bon, et les gens ne pouvaient pas y aller. Non, les gens ne pouvaient pas y aller parce qu'ils avaient leur maison, parce que... voilà. Comment est-ce qu'on peut améliorer la mobilité des salariés français? Ou est-ce que c'est souhaitable, d'ailleurs? Merci. Je suis relativement bien informé du sujet. Je ne suis pas forcément le plus objectif pour parler du sujet. Donc voilà, bon, il se trouve que je m'occupe un petit peu du sujet de l'assurance chômage au ministère du Travail, et c'est pas un secret, et que effectivement, je pense que c'est un dispositif qui est relativement bien adapté au dysfonctionnement que j'évoquais tout à l'heure sur notre marché du travail, parce que ce qu'on constate quand on regarde les données, et d'ailleurs on a partagé ces données il y a quelques semaines avec les partenaires sociaux, c'est qu'il y a évidemment, mais ça c'est pas très étonnant, de gros transferts au sein du système d'assurance chômage entre secteurs d'activité, parce qu'il y a des secteurs qui utilisent beaucoup les contrats courts et d'autres qui les utilisent moins, et on sait que les contrats courts sont une part très importante du coût de l'assurance chômage. Pour rappeler ce chiffre, les CDD et l'intérim représentent un déficit de maintenant 9 milliards d'euros pour l'assurance chômage, c'est-à-dire la différence entre les cotisations prélevées sur ces contrats et l'indemnisation générée au sortir de ces contrats. Donc on a besoin de s'attaquer à ça, et pas
pas que pour des raisons financières, mais aussi pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, parce que ça obfusque la vie des gens. Le bonus-malus, il est intéressant parce que quand on regarde de manière un peu plus fine, on constate qu'à l'intérieur même des secteurs d'activité, il y a une grosse hétérogénéité entre les entreprises. Des entreprises de même taille, situées dans le même secteur et confrontées à des conditions assez similaires, ont pour certaines une démarche qui promeut la stabilité de l'emploi et ont pour d'autres une démarche qui promeut la rotation des emplois. Alors c'est des choix sur lesquels la puissance publique n'a aucunement vocation à se prononcer. C'est encore une fois la liberté des entreprises que de choisir le type d'organisation, mais il faut que les entreprises soient conscientes du coup que l'une ou l'autre démarche engendre pour la collectivité. C'est donc la logique du bonus-malus que de faire en sorte de modifier les comportements ou en tout état de cause, faire en sorte que les entreprises prennent en compte le coût pour la collectivité que représente l'utilisation ou la surutilisation des contrats courts. Et j'ajoute, et j'en termine, avec ce point qui est quand même assez important, c'est l'idée que le bonus-malus, tel qu'on l'a pensé ces derniers mois, est un dispositif qui, globalement, n'a pas vocation à augmenter le coût du travail. Ça signifie simplement que les cotisations patronales d'assurance chômage seraient réparties différemment, que finalement les bonus compenseront toujours les malus. Ça, c'est un point important parce que ça peut être un motif d'inquiétude. Voilà. Qui veut répondre? Oui. Deux questions. Premièrement, est-ce qu'il y a une opposition d'intérêt entre les pauvres et les menacés de devenir pauvres? Je pense qu'il faut éviter cela. Il y a des mesures, les mesures qui ont été annoncées par le président de la République sont très significatives, elles sont lourdes, hein, ce sont des mesures lourdes en faveur de ceux qui sont, j'allais dire, au-dessus des 10% les plus pauvres. Il faut éviter que l'écart ne s'accroisse entre ces personnes et les plus pauvres eux-mêmes. Je pense qu'il ne faut pas opposer en tout cas, c'est une conviction profonde chez moi. Il ne faut pas opposer les populations. Il faut faire en sorte qu'elles aient sentiment d'être traitées de manière équitable. Toutes. Et c'est évidemment un sujet qui concerne aussi les couches les plus aisées de la population. Il faut qu'on ait le sentiment qu'elles sont aussi traitées de manière équitable, c'est-à-dire qu'elles prennent leur part de la solidarité. Sur GMS, effectivement, c'est très vrai ce que vous dites. Il y a pas quand vous avez les salariés de GMS sont pour une partie propriétaires de leur logement à la souterraine. Ça n'a aucune valeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser vendre son logement quand on a quelque chose. Et par contre, s'ils vont s'installer à Égletons, je prends le cas d'Égletons, qui est, c'était le cas qui avait été cité, ils vont être obligés d'acheter un logement. Donc il faut arriver à trouver un système qui leur permette d'assumer cette mobilité. Et je pense que ça suppose certaines aides, parce que ça ne pourra pas se faire autrement. Est-ce que c'est à la Caisse des dépôts d'assumer cela? Est-ce que ce sont des prêts à très long terme? Mais en tout cas, si on veut que ces personnes fassent l'effort considérable de déplacement, plus les Français, ils ne sont pas très préparés, hein, eh bien il faut manifestement les aider financièrement parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Non pas pour conclure, parce que c'était Françoise qui va conclure. En réalité, vous voyez bien que c'est un discours dans sa cohérence. Après, on peut prendre l'actualité, j'allais dire forte, mais le discours, il a une cohérence simple, c'est que nous ne croyons pas que cette espèce de dérive sur laquelle nous sommes rentrés il y a 30 ou 40 ans. Ce n'est pas un phénomène récent qui a consisté à considérer qu'il y avait une sorte de fatalité et qu'on était condamné à ceci ou à cela au chômage. Ceci n'est vraisemblablement pas exact. Et donc le travail, là, c'est un premier cri d'alerte assez complet, assez solide, mais qui, j'allais dire, va se poursuivre. Donc je cède la parole à ma camarade Françoise qui a ça en charge. Merci. Alors, merci d'avoir été là. On trouve ce livre en librairie ou évidemment auprès des distributeurs Internet, enfin dans les librairies qui le proposent, mais vous pouvez le commander. Évidemment, c'est un travail engagé et on ne peut pas s'arrêter là. Enfin, moi, je pense que... Est-ce que ça prendra la forme d'un tome
deux, en quelque sorte, avec d'autres contributions ou de nouveaux apports des mêmes contributeurs. Mais en tous les cas, il y a un certain nombre de pistes qui sont ouvertes et qui sont importantes, et tout particulièrement dans la conjoncture que nous vivons aujourd'hui. Donc merci encore.